Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde, donc les dividendes, les revenus passifs, créer un portefeuille dividendes, créer un portefeuille qui nous génère des revenus en continu de façon passive et, euh, et sous forme de dividendes. Donc que l'on soit clair, euh, la bourse, la performance de la bourse, dividendes réinvestis, écrase toutes les autres formes de placement. Donc on écrase l'immobilier, les assurances vie, l'or, les SICAV monétaires, les livrets A. Donc juste pour info, les assurances vie en euros, c'est les obligations d'État. Et les SICAV monétaires, c'est d'autres types d'obligations. Les livrets A, c'est des obligations de très court terme. Donc en gros, on compare l'or, les obligations immobilières et les actions dividendes réinvestis. Les actions sont les meilleures. Donc là, c'est sur très très long terme, hein, c'est sur 50 ans. Exemple d'indice avec dividende réinvesti, on a le CAC 40. De façon intuitive, on pense qu'il traîne, tu fais du 6,5% par an de façon annuelle. Sauf que si l'on prend les dividendes et qu'on les réinvestit, ça fait du 9% par an, ce qui est très très bien. Euh, donc ça, c'est sur les 35 dernières années. Donc pour revenir au sujet, il y a deux façons d'investir pour générer des flux et des revenus passifs sous forme de dividendes. Soit on met tout notre argent de façon continue chaque mois sur des ETF performants à bas coût pour gonfler notre capital et à un moment donné le mettre sur des entreprises à dividendes, soit commencer dès le début avec des entreprises à dividendes, donc en faisant du stock picking et en choisissant des entreprises qui donnent des bons dividendes de façon non risquée, de façon non aléatoire, pour essayer de générer le plus de revenus, le réinvestir et faire grossir la boule de neige. Donc chaque méthode a son, comment dire, ses inconvénients, ses avantages. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, c'est un panier d'actions euh, qui sont dans l'indice. Donc un ETF suit un indice bêtement. Donc ETF CAC 40, c'est l'ETF qui suit l'indice CAC 40 et l'ETF contient de façon proportionnelle au vrai indice de référence les entreprises. Donc un ETF CAC 40, une part de l'ETF CAC 40, elle contient de façon proportionnelle tel pourcentage de l'MMH, tel pourcentage de Total, tel pourcentage de L'Oréal, etc. L'ETF suit presque exactement la performance de l'indice. La différence, c'est le frais. Donc quand vous lisez ETF CAC 40 0,5% de frais, bah, ça veut dire que la différence entre la performance réelle du CAC et de l'ETF, ça sera de 0,5. Si le CAC fait 10%, votre ETF fera 9,5, ce qui est déjà très bien. Donc voilà, ça permet d'acheter de façon récurrente chaque mois, chaque 2 mois, chaque semaine, de façon régulière et récurrente et automatique, des parts, sans se soucier de la bourse, des entreprises, des trucs techniques. Sur le très long terme, ça monte. Donc comment dire, votre attitude DCA, votre stratégie DCA va viser à converger vers la performance de l'indice que vous copiez, que vous suivez avec vos ETF. Et du coup, sur très long terme, donc 20-30 ans, vous aurez eu un capital assez conséquent en faisant du DCA, avec des performances respectables de 9% par exemple. Ben 9%, déjà il y a la règle des 7-10. La règle des 7-10, c'est quoi? Si on fait 7% par an, on double notre capital chaque 10 ans. Si on fait du 10% par an, on double notre capital chaque 7 ans. Donc du 9%, ben, disons qu'on double notre capital chaque 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, un truc comme ça. Donc, si on bloque sur 30 ans, on a presque triplé notre capital. Franchement, c'est très bien. Tripler ton capital, avec tous les versements compris, et à la fin sortir tout ça, le mettre sur des entreprises à dividendes et avoir des flux passifs. Ça, c'est la méthode flemmarde, mais qui marche et qui est très performante. Mais pour les personnes qui s'intéressent beaucoup moins à la bourse, à la finance, et qui veulent y aller mollo sans trop d'erreurs. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est un ETF SP500, exemple de la Constitution. Donc, vous avez des pourcentages des entreprises qui sont effectivement dans les SP500. La surface blanche, c'est les autres entreprises, donc vous voyez bien qu'il est très concentré. Le S&P 500, ça ressemble à ça sur très long terme. Ça monte de façon insolente.
et il fait du 11,21% par an. Donc mieux que le CAC 40. Par contre, c'est un indice beaucoup plus volatile, beaucoup plus concentré, et puis voilà. Donc pour les personnes qui veulent choisir cette stratégie, ETF SP500 qu'ils vont mettre sur le PEA. Parce que oui, ça existe sur PEA. Même si c'est un ETF qui suit des actions américaines. Donc ETF SP500 sur PEA, vous allez espérer faire du 10% par an minimum pendant très longue période en faisant DCA, 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 DCA. À un certain moment, vous aurez un gros capital que vous pourrez ressortir et mettre sur des actions dividendes et avoir vos flux de cash flow passif en dividendes tranquille. Mais sinon, si vous êtes quelqu'un de joueur, si vous êtes quelqu'un qui veut voir du revenu passif tout de suite, bah, il y a l'autre choix qui est le stock picking. Le stock picking, c'est choisir soi-même ses actions à dividendes en suivant des règles et en respectant des ratios financiers pour savoir si l'entreprise a les moyens de verser ce dividende, de l'augmenter. Est-ce que l'entreprise risque gros, doit s'endetter pour redonner son dividende? Est-ce que l'activité va bien? Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, des exemples d'entreprises qui versent des dividendes. Donc, on en a plein. Et surtout les entreprises françaises qui sont connues. Donc, vous connaissez tous Total, les bancaires, beaucoup de dividendes, AXA, LVMH, des entreprises qui donnent des dividendes. Donc, les plus grands contributeurs de dividendes au CAC 40 sont Total, beaucoup de dividendes, LVMH, BNP, Sanofi, Stellantis, AXA, etc. Donc, sur cette partie-là, stock picking, avant de donner la conclusion, je vais vous donner des exemples d'entreprises à dividendes. Je vais vous donner 9 exemples en vous montrant qu'est-ce qu'il faut voir comme ratio financier. Ça, c'est Amundi. Amundi, c'est une entreprise, c'est l'équivalent de BlackRock en France. C'est une filiale de Crédit Agricole. C'est un gérant de portefeuille qui lui-même, Amundi là, cette entreprise, elle fait des ETF elle fait des ETF pour les épargnants européens. Donc Amundi propose un ETF SP500, un ETF CAC 40, un ETF Europe, il y a des ETF DAX pour l'Allemagne, il y a des ETF thématiques, santé, des trucs comme ça. Donc c'est une entreprise qui gère les fonds et qui se rémunère aussi avec les frais ETF. Voilà, donc ça c'est des ratios financiers, valeur entreprise, tout ça. Ça, la plupart des ratios, je les ai expliqués dans d'autres vidéos. Donc le PR est 10, ça ne compte pas trop pour des entreprises financières. Price to book 1.09, à peu près, bien. Ce qui compte pour les dividendes, c'est un petit peu plus bas. Donc déjà, le free cash flow yield. C'est-à-dire, ils sortent combien d'argent par chiffre d'affaires? Bah, ils sortent 11%. C'est-à-dire, s'ils décident de donner tout le flux de trésorerie disponible, ils peuvent aller jusqu'à 11% de rendement de dividende. Ce qui est très bien. Par contre, si on donne 11% entière en dividende, qu'est-ce qu'on garde pour rembourser la dette? Qu'est-ce qu'on garde pour gérer les problèmes à venir dans le futur, le stock en réserve, la caisse, les rachats d'actions? On n'aura plus de marge. Donc c'est là où intervient le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est combien on donne en dividende sur le bénéfice net. Donc là, on donne 66%. Si on dépasse pas 70%, c'est bien. Si on dépasse 70%, c'est qu'on commence à vraiment tout donner, gaver les actionnaires et ne plus garder pour la bonne santé de l'entreprise. Donc, en donnant 66%, l'entreprise peut assurer 6,62% de rendement. C'est très bien 6,62% de rendement. Et du coup, ce 6,62% de rendement, on peut l'assurer sans mettre en danger les bénéfices ou les flux de trésorerie, parce qu'on ne donne que 66% des flux. Donc c'est parfait. On prend l'entreprise Total, ma préférée. Donc là, toujours ici, le PER, certes, il est très bas. Price to book, la dernière fois, on était à 1 pile. Donc là, on est 1.05, très bas aussi. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est là, free cash flow yield. Donc là, si Total nous donnait tous ses flux de trésorerie, on aurait presque 12%. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, parce que Total nous donne que la moitié de son flux de trésorerie. Donc, 6% actuels sont très, très sécures. Donc, on peut même augmenter l'année prochaine, et l'année d'après, sans mettre en danger la santé de l'entreprise,
parce qu'on ne distribue que la moitié. On prend AXA. Moi, je suis anti-entreprise financière, mais pour l'exemple et pour quelqu'un qui veut de la rente pure, il peut considérer les entreprises financières. Donc, on a un rendement actuel de 6,22 pour 26%. Le taux de distribution est de 61%, donc on peut l'assurer, on peut même l'augmenter sans que ça nous touche. Voilà, donc Vinci est un exemple aussi. Alors, le taux de rendement est de 4,76%. Ça a baissé parce que l'action a augmenté. Donc 22% depuis le début de l'année. Au début de l'année, c'était 5 et quelque chose. Donc le taux de distribution 56%, donc très très bas le taux. En donnant un petit peu plus que la moitié des bénéfices, on peut nous assurer un 4,76% pour une entreprise très bien gérée, avec un PER qui n'est pas très haut, donc 11-12. Franchement, il y a des belles entreprises. Française des Jeux, vous connaissez tous. Donc taux de rendement, on donne actuellement du 5,51%. Par contre, là, c'est pas ouf, parce qu'on donne presque tous les flux de trésorerie. Donc en donnant tout ça, on n'aura plus de marge pour augmenter ou pour rembourser la dette en même temps, faire des rachats d'actions ou mettre du cash de côté pour les crises. Donc FDJ, flop. NJ, taux de rendement actuel, 9,67%. Donc il faut bien faire attention avec ces entreprises-là parce qu'elles sont ultra cycliques. Une entreprise ultra cyclique qui dépend des prix des matières premières dit bénéfices exceptionnels. Quand ils font des bénéfices exceptionnels, bah, ils donnent plus de dividendes exceptionnellement. Donc là, le 9, c'est un exceptionnel. Il y a du dividende exceptionnel ici. Parce que normalement, ça tourne autour de 7. Et autour de 7, ça nous donne du 75% d'autodistribution. Donc avec le dividende exceptionnel, on a donné 90%, donc on est très limite. Faire attention à ça. Mais ça va. NJ, son défaut, c'est qu'elle dépend de l'État. C'est pas tant l'autodistribution. C'est l'État et l'endettement. Pernod Ricard, entreprise qui vend des spiritueux et de l'alcool. Taux de distribution 80% pour 3,71% de rendement. Donc pas fameux. On donne presque le tout pour un petit dividende. Orange, Orange, on l'appelle sur Twitter Finance le BX4. BX4, c'est comme un ETF CAC 40, sauf qu'il fait exactement l'inverse du CAC 40. C'est comme si on vendait à découvert le CAC 40 tout le temps avec un indice. Et du coup, quand le CAC 40 monte, le BX4 descend. Quand le BX4 descend, le CAC 40 monte. Quand le CAC 40 baisse, le BX4 monte. Ben, c'est exactement comme Orange. Parce que Orange, c'est le hedge parfait. Quand le CAC 40 se fait défoncer, Orange, elle tient. Quand le CAC 40 explose avec les valeurs technologiques et de luxe, Orange baisse. C'est une valeur défensive. En fait, elle agit comme une défensive. Pourquoi défensive? Parce que les abonnements téléphoniques représentent une base récurrente de revenus, donc tout le monde paie son abonnement. Quoi qu'il en soit, inflation, tout ce qu'on veut. Tu paieras ton abonnement, tu te feras carotter des hausses de prix sans que tu t'en rendes compte, et Orange mangera son pain. Donc, un rendement respectable de 7%, taux de distribution à surveiller, mais on prévoit des taux de distribution beaucoup plus normaux, donc ça va. Sanofi, entreprise pharmaceutique qui croît d'année en année, franchement, moi j'aime bien. Par contre, un PER de 20, donc c'est pas très bas, c'est normal. Si la croissance de 2025 s'avère, on tombe à 14. 14, c'est vraiment très bas pour les pharmaceutiques. Parce que les pharmaceutiques sont des secteurs défensifs. Par contre, il faut qu'elles soient diversifiées. Pas comme Novo Nordisk, juste sur un secteur, puis on se fait démonter. Il faut savoir que L'Oréal détient 8% de Sanofi. Et là, pour revenir aux dividendes, donc on a 4,18% en distribuant 85,4% du bénéfice. Sauf que il y a de l'exceptionnel ici parce que normalement on distribue la moitié ou un petit peu plus de la moitié pour des rendements similaires. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, je vous ai présenté les 9 actions. Mais moi, clairement, j'enlève NJ, j'enlève FDJ, je garderai Total, je garderai Vinci, je garderai Sanofi, Orange, j'enlève Pernod Ricard, donc AXA et Amundi. Donc voilà les 6 entreprises que moi je conseillerais pour, bien sûr pas de conseil d'investissement, mais que je considérerais moi-même comme un portefeuille rendement pur. Donc là, on a une moyenne de rendement à 6,5. Franchement, 6,5. Si on réinvestit 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, en prenant en compte l'évolution des actions
certes, c'est pas des actions de très forte croissance, mais c'est des actions défensives, à croissance lente et sûre. Donc franchement, c'est bien comme stratégie aussi. On a parlé des ETF, on a parlé des actions à dividendes, stock picking direct, mais il y a l'entre-deux. L'entre-deux, c'est mon portefeuille. Donc bien sûr, je me jette des fleurs. C'est un portefeuille qui est axé euh, dividendes, croissance et défensif. Donc la première ligne totale pour l'énergie, le hedge contre la géopolitique et le dividende. L'Oréal qui ne cesse de m'impressionner. Donc quand tout va mal, quand il y a de la brume sur les marchés, bah, L'Oréal, elle s'en fout, elle monte. Il y a quelques mois, elle était à 330. Là, elle est à 388. Donc la consommation défensive sert à quelque chose dans un portefeuille, croyez-moi. Donc L'Oréal du défensif à croissance lente, Total du fort dividende, ASML de la tech à croissance rapide, Schneider de la tech et des infrastructures, donc mélange de défensif rapide. Bien sûr, le dividende de L'Oréal, ASML, Schneider, LVMH est très faible, donc on ne dépasse pas les 2,5%. Alphabet, très forte croissance avec Amazon. Donc tout ça compensé par Total et son rendement. Donc le rendement de mon portefeuille, c'est à peu près 3,5%. Par contre, c'est un portefeuille qui allie croissance et dividendes et stabilité. Donc certes, je prends cher depuis le début de l'année, mais parce que j'avais fait des erreurs stratégiques dues à une surpondération des VMH que je corrige. Mais je fais toujours mieux que le Nasdaq. Hein. Presque comme le S&P 500, mais à peu près mieux que le Nasdaq. Le CAC me bat plat de coups. Genre, ça j'ai rien à dire. Mais sinon, pour revenir sur le portefeuille, le mieux, à mon avis, c'est de marier les deux. Donc, si vous êtes fan d'ETF, mettez 30% ou 40% d'ETF et faites du stock picking à côté pour des dividendes. Ou sinon, l'inverse. Mettez un petit peu d'entreprise à dividendes et mettez tout en ETF. Comme ça croît et vous avez votre petit flux que vous pouvez réinvestir. Soit en ETF pour accélérer l'accumulation de parts d'ETF, soit en action à dividendes pour accélérer le flux sortant de dividendes pour encore plus accumuler des ETF. Donc franchement, les dividendes, c'est très satisfaisant quand on les reçoit. Donc j'ai déjà reçu les dividendes de LVMH hier soir que j'ai réinvesti aujourd'hui. J'ai reçu pas premier, c'est le début du mois des dividendes de Total. Je vais avoir début mai les dividendes de ASML et de L'Oréal. Fin mai, ce sera ceux de Schneider. Et début juillet, ce sera encore ceux de Total. Total, ça distribue de façon trimestrielle. L'Oréal de façon annuelle, ASML de façon trimestrielle, et LVMH 2 fois par an. Donc en décembre et en avril. Donc voilà, je voulais parler de ça. Donc en résumé, ETF stock picking, ETF on accumule en DCA et à un certain moment on sort et on rebalance tout pour la phase rentier. Stock picking, on choisit des belles entreprises qui savent distribuer du dividende de façon sûre, avec un taux de distribution pas très élevé, de façon à réinvestir les dividendes, réinvestir les dividendes, réinvestir les dividendes et augmenter notre flux. Et tout ça bien sûr dans un PEA pour ne pas payer d'impôts. Mais la meilleure façon, selon moi, c'est de marier les deux. Donc du dividende et de la croissance. Comme ça, quand la croissance va mal, on a des dividendes pour investir. Quand la croissance va bien, bah, on se sent pas largué. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que j'ai pas été trop technique et que j'ai été structuré dans mes explications. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.